Un débat qui nous emmène en République démocratique du Congo, dans l'est du pays, ravagé par une guerre depuis plus de 30 ans. Les rebelles du M23 ont pris le contrôle de villes importantes comme Goma, Bukavu. Ils sont soutenus par le Rwanda. Ça a été reconnu à demi-mot par Kigali, ce qui est une première. Les initiatives diplomatiques se succèdent, mais la paix reste-t-elle hors de portée malgré la volonté de Donald Trump? Bonsoir Romain Gras. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Jeune Afrique en charge de la région des Grands Lacs. Et les ressources minières, on va beaucoup en parler dans ce débat. Elles sont au cœur de ce conflit sur lequel vous travaillez, vous aussi, Zobel Behalal. Bonsoir. Merci d'être en direct dans 64 minutes. Vous êtes expert senior à l'Initiative mondiale contre le crime organisé transnational et ancien membre du panel d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo. Et la société civile dans tout ça, eh bien, elle veut être consultée puisqu'elle est prise en otage. Bonsoir, patient Bachombe Matabishi. Vous êtes le coordinateur national de la DICODE RDC, Dynamique communautaire pour la cohésion sociale et le développement, et modérateur principal du comité de crise de la société civile pour la paix et la sécurité en RDC. Voilà, ramener la paix dans cette région du monde après 30 ans de violence. Les accords de Washington seront-ils décisifs? Donald Trump, lui, veut y croire. Je pense que vous allez voir très rapidement, je pense que vous allez voir les choses se produire. C'est quelque chose qui, selon beaucoup de gens, n'était pas faisable. Non seulement c'est faisable, mais je pense que cela va être un grand miracle. Ces deux hommes sont des leaders, ce sont des grands leaders, et ils vont le prouver dans les mois et les années à venir. Et je pense que vous allez voir des résultats très rapides. Je suis convaincu que c'est ce qui va se passer. Voilà, alors les deux hommes, ce sont donc les présidents rwandais et congolais. Romain Gras, le miracle, pour l'instant, il n'a pas eu lieu. Non, le miracle n'a pas eu lieu. Fondamentalement, je pense que ça surprend pas grand monde si on reprend l'historique de ces négociations. C'est-à-dire qu'on a toujours eu la sensation, depuis que le processus américain a commencé en mars de l'année dernière, qu'il y avait une déconnexion entre la volonté américaine de parvenir à un accord le plus vite possible, pour avancer notamment sur des intérêts économiques dont on parlera sans doute plus tard, et la réalité du terrain, où il n'y a jamais vraiment eu l'accalmie espérée. Les cessez-le-feu n'ont jamais vraiment été mis en œuvre, et on a toujours eu l'impression que ces processus avançaient à marche forcée. Oui, et en même temps qu'il y avait ces négociations, cette signature, il y avait la prise d'une autre ville, Uvira, où là, bon, effectivement, les rebelles du M23 ont été priés de partir, mais tout ça, c'était déjà synonyme qu'il y avait un problème. Ah, le contexte est resté fragile sur le terrain de bout en bout. Il y a eu cette offensive d'Uvira, qui est quand même la deuxième ville du Sud Kivu, qui était la capitale provisoire de la province après la chute de Bukavu qui avait eu lieu au début de l'année. Donc ça a sonné légitimement comme un camouflet pour la médiation mise en œuvre par Donald Trump. Et ça a un peu signé d'une certaine manière l'échec dans un premier temps de cet accord, même s'il y a d'autres dimensions que les Américains espèrent pouvoir désormais mettre en œuvre malgré ce contexte sécuritaire fragile. Alors on va revoir cette carte des Kivu. Zobel Behalal, on peut vraiment dire qu'aujourd'hui les rebelles du M23 contrôlent une bonne partie du territoire, et ils ont mis en place tout un système parallèle, que ça soit gouvernemental ou même économiquement. Écoutez, non seulement ils couvrent le M23 une bonne partie du territoire, mais ils couvrent surtout un territoire stratégique qui est composé de mines d'or, de mines de coltan, de mines de wolframite. Et aussi, comme vous le disiez, ils ont établi une administration parallèle qui est assez efficace, qui couvre les secteurs de la justice. Ils ont nommé des gouverneurs dans les provinces, et ils font une taxation qui enrichit à la fois le mouvement et surtout ses cadres politiques et militaires. Patient Bachombe Matabishi, quand on voit effectivement Donald Trump se féliciter en décembre et quand on voit la situation aujourd'hui, comment vous réagissez? Vous êtes déçu, en colère? En fait, je voudrais dire que la situation qui prévaut au nord et au sud Kivu, particulièrement à Bukavu et à Goma, est un peu, je dirais, contraste par rapport à ce qu'on a espéré lorsque les accords ont été signés. Donc, la population voit les accords signés, non seulement les accords, mais également des résolutions des Nations Unies être prises, notamment la 2773 et 2808. Mais sur le terrain, il y a rien qui avance. Et la population continue à vivre vraiment dans la peur.
dans l'insécurité, dans la terreur, je dirais même la précarité, parce que vous savez qu'il n'y a aucune institution financière ni une banque qui fonctionne là-bas. Et donc, il y a des violations des droits de l'homme qui continuent à se perpétrer au nord et au sud Kivu. D'ailleurs, la société civile, la DICODE et le comité de crise de la société civile pour la paix et la sécurité, nous venons de rendre public un rapport des violations des droits de l'homme qui se sont perpétrées depuis le 27 janvier 2025 au 27 janvier 2026. Oui, des témoignages des témoignages que vous avez recueillis, on va y revenir parce que je voulais vous faire écouter le chef de la diplomatie belge, c'était cette semaine, Maxime Prévost, et lui aussi il s'alerte de la situation humanitaire, il aimerait bien que les Européens en prennent conscience. L'urgence pour le moment, elle est à l'action européenne pour résoudre la situation humanitaire. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant toutes les 30 minutes. Et donc il est urgent qu'on puisse notamment réactiver l'aéroport de Goma par exemple pour délivrer massivement cette aide humanitaire, qu'il n'y ait pas de doute, il n'y a pas de volonté d'un usage militaire de l'aéroport. Patient Bachombe Matabichi, ça concrétise ce que vous nous dites. Vous avez récolté des témoignages et il montre que vraiment la situation est grave. Oui, je voudrais quand même dire qu'il y a 72 heures, nous venons d'être informés de 400 morts, n'est-ce pas, à Rubaya, dans les sites miniers exploités par les M23, exactement à Luogo, à Massissi. Et donc, pour revenir sur la question de la réouverture de l'aéroport de Goma, je crois que l'aéroport de Goma aujourd'hui, c'est un outil stratégique, n'est-ce pas, que ce soit sur le plan économique, sur le plan humanitaire et même sur le plan sécuritaire, parce que vous savez que sur le plan économique, la guerre qui nous est imposée, c'est une guerre essentiellement économique. Les agriculteurs du Nord Kivu, par exemple, qui amenaient leurs marchandises pour être consommées, que ce soit à Kinshasa, à Lubumbashi, ne peuvent pas le faire, alors que du côté rwandais, ils imposent leur production au nord et au sud Kivu. Même la bière qui est bue par les populations au nord et au sud Kivu vient du Rwanda. Voilà, donc, la population... vous comprenez que... se retrouve en étau, oui, on comprend effectivement. Mais alors là, est-ce que vous attendez que les États-Unis peuvent un rôle de shérif, parce que Romain Grau, on le rappelle, il y a une délégation de l'Africom qui est venue à Kinshasa pour rencontrer les autorités congolaises. On parle aussi de groupes armés américains. Est-ce que vous en avez connaissance, dirigés par Eric Prince, qui est là-bas, c'est l'ancien fondateur, c'est le fondateur de Blackwater, une des armées privées les plus puissantes au monde. Oui, Eric Prince a un contrat avec la présidence congolaise, avec le ministère des Finances congolais depuis la fin de l'année 2024, mais il y a assez peu de visibilité sur ce qu'il fait réellement sur le terrain. Il y a ce projet dont il parle, qui est un projet de garde minière, qui semble être une façade pour un soutien militaire plus appuyé, dont on sait pour l'instant assez peu de choses. Ils sont à la fin de l'année dernière, il semblait être encore dans une phase préopérationnelle, mais le mouvement d'Eric Prince aujourd'hui n'est que l'un d'une kyrielle de sociétés militaires privées qui opèrent aujourd'hui dans l'est de la RDC. Il y en a beaucoup qui sont situés notamment dans l'aéroport de Kisangani. Et aujourd'hui, c'est très difficile de voir clair dans ce millefeuille sécuritaire, sachant que l'armée congolaise a subi quand même de gros revers après la chute de Goma et de Bukavu. Et que sur le terrain, elle mise beaucoup aussi sur les mouvements Wazalendo, qui sont ces milices alliées du gouvernement et qui se retrouvent très souvent en première ligne des combats. Zobel Behalal, justement sur le fait que pour l'instant, sur le terrain, a priori, rien ne change. On apprend que J.D. Vance, le vice-président américain, va prendre en charge ce dossier, que des élus américains poussent à des sanctions contre Kigali. Est-ce que vous pensez que les Américains, que Washington peut hausser le ton ? Je vais d'abord revenir sur une chose, c'est que il faut qu'on garde à l'esprit, ça c'est par rapport aux déclarations du ministre belge des Affaires étrangères, on a assez de déclarations solennelles, de reconnaissance de la gravité du problème. Aujourd'hui, ce qui fait vraiment défaut, c'est de la volonté et des choix politiques fermes orientés vers la solution. Mais est-ce que vous serez prêt, est-ce que vous pensez que Kinshasa serait prêt à demander aux Américains d'être plus présents et voilà, de sanctionner ou voire d'envoyer des troupes? Est-ce que ça peut être un scénario? Écoutez,
Depuis le début, Kinshasa ne cesse de rappeler aux Américains et à toute la communauté internationale de prendre des actions fermes vis-à-vis du Rwanda. Mais je pense que il y a deux dimensions, deux piliers avec lesquels il faut toujours avancer dans ce conflit. C'est qu'il y a un pilier qui est ce qu'on appelle géocriminel, où des États instrumentalisent des groupes armés, des réseaux criminels à des fins économiques et financières. Et aussi un pilier qui est beaucoup plus interne, hein, c'est que cette guerre, cette crise quand même s'enracine dans un contexte de faiblesse structurelle qui oblige aussi à des réformes intra-congolaises qu'on espère vite arriver. Donc avec ces deux piliers-là, il faut saluer, reconnaissons-le comme ça, l'action des Américains qui ont placé au centre du dossier la dimension économique du conflit, parce que on rappelle qu'il y a des populations qui meurent. Le ministre disait tout à l'heure qu'il y a des femmes qui sont violées, mais il y a aussi des acteurs qui s'enrichissent énormément. Donc, mettre au centre du conflit la dimension économique, c'est un début de solution. Mais quand on regarde ce que les Américains proposent et qui se fait, on est encore loin du compte. Alors pour vous, c'est un début de solution. Je voudrais juste revenir sur le rôle du Rwanda, parce que c'est vrai que c'est assez rare, c'est même très rare. Le Rwanda a reconnu participer effectivement à une coordination sécuritaire avec la FC M23. C'est l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis qui l'a dit. Romain Gras, est-ce que vous avez été surpris? Et est-ce qu'on peut rappeler brièvement pourquoi le Rwanda? Il y a des questions minières, financières, mais pas seulement. Alors pas seulement. Alors si on revient déjà sur cette déclaration, la reconnaissance d'une coordination sécuritaire, elle se fait dans un contexte d'extrême de pression américaine accrue sur Kigali, notamment depuis la prise d'Uvira. Maintenant, c'est une reconnaissance à minima, c'est-à-dire que la reconnaître une coordination sécuritaire aujourd'hui, c'est occulter sans doute l'ampleur du soutien qu'apporte Kigali, qui est la présence de troupes sur le territoire, qui est un aval militaire sur les rebelles. Parce que des accords ont été signés et que maintenant il faut acter. Le contexte et surtout ce que je disais est marqué par une pression américaine. Ça justifie peut-être aujourd'hui le fait de faire cette reconnaissance que je rappelle qui est quand même une reconnaissance à minima. Donc voilà. On a parlé tout à l'heure de la possibilité de sanctions américaines. Il y a peut-être aussi ce contexte-là qui peut jouer. Zobel Behalal, on va revenir sur ces accords. Hein, vous l'avez dit, les Américains, Donald Trump, c'est d'ailleurs ce qu'il fait depuis le début de ce deuxième mandat. Il a mis les conditions économiques en avant. Et lui, ce qu'il souhaite donc, c'est exploiter ces ressources du sous-sol congolais comme d'autres l'ont fait avant lui. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur ces accords? Est-ce qu'il va pouvoir le faire, Donald Trump? Rapidement, il y a les accords de paix qui ont été signés déjà en juin entre les ministres rwandais et congolais. Et ensuite, en décembre, le paquet des accords a été paraphé par les présidents Paul Kagame et Félix Tshisekedi. À côté de ça, il y a un accord régional d'intégration économique, mais il y a aussi, et c'est la chose la plus importante, des accords économiques signés entre, d'une part, les États-Unis et la RDC, et d'autre part, entre les États-Unis et le Rwanda. Alors, lorsqu'on regarde l'accord avec la RDC, pour résumer rapidement, c'est un quasi-monopole que les États-Unis prennent sur des minéraux stratégiques de la RDC, qui est réservé aux Américains, aux citoyens américains. Et c'est là, en partie, d'où vient l'inquiétude qu'on a. On a l'impression que ces accords vont être en faveur des intérêts américains et aussi privilégier des réseaux criminels préexistants et une prime à la politique expansionniste, notamment du Rwanda qu'on dénonce depuis le début. Pour vous, ils ne vont pas être regardants, mais il y a quand même les Chinois. Ils vont laisser faire. Ils ont investi aussi. Écoutez, dans la logique américaine, et ça ils le disent en privé et publiquement, il y a une volonté d'enlever, entre guillemets, le marché entre les mains des Chinois et mettre en avant les intérêts américains. Alors, les Chinois aujourd'hui, lorsque vous parlez à ceux qui sont sur le terrain, regardent ça avec parfois beaucoup d'humour.
Parce qu'eux, ils ont compris la stratégie de fonctionnement au niveau local et ça revient aux faiblesses structurelles dont je parlais, la facilité de corruption, Oui, la voilà. désorganisation qu'on peut parfois voir dans le système de fonctionnement Ils congolais, pensent qu'ils ont qui peut compris. faire la part belle à des intérêts criminels. Voilà, et Patient Bachombe Matabichi, vous voulez aussi avoir un rôle à jouer. Vous êtes en contact avec l'administration américaine. Vous voulez faire entendre votre voix en tant que partie civile? Effectivement, donc la société civile n'a pas participé dans le processus, alors que la société civile a un grand rôle à jouer et nous avons salué d'ailleurs le hearing du Congrès américain qui s'est réuni le 22 janvier 2026 et donc qui a reconnu que la société civile n'a pas participé, mais nous pensons qu'il est important que les communautés puissent s'approprier, n'est-ce pas, aussi ce processus. Et cela, il y a encore la possibilité de rattraper, je m'imagine, avec les mécanismes de mise en œuvre des accords, mais également, nous sommes en train de mettre un observatoire citoyen de la société civile avec des femmes et des jeunes pour un observatoire peser sur la réflexion. Je vais vous demander très rapidement à tous les trois, est-ce que vous croyez que ça peut aboutir ou est-ce que c'est vraiment hors de portée? Romain Gras. Ça va dépendre du degré d'investissement politique que les Américains voudront mettre derrière leur processus pour faire aboutir les accords qui ont été signés sous l'égide de leur président. Donc, quelle implication des Américains? Est-ce que vous êtes d'accord, Zobel? Je veux abonder dans le même sens en disant qu'il n'y a pas de fatalité dans ce conflit. C'est une question de choix et de volonté politique. Choix et de volonté politique des pays partenaires de la RDC et également de la RDC elle-même pour s'assurer de lutter contre tout le crime organisé qui est sous-jacent à tout ce problème depuis le début. Merci. Et on n'oubliera pas la société civile, vous nous l'avez dit, Patient Bachombe Matabichi, il faut qu'elle soit prise en compte. Merci infiniment à tous les trois, on aurait pu encore en discuter longuement et on vous réinvitera évidemment puisque ce dossier est très important pour nous à TV5 Monde. Merci si vous infiniment. Je voudrais... Non, si vous l'agréez, je voudrais rapidement dire qu'il faut des sanctions, absolument des sanctions. Il ne faut pas rester seulement dans les condamnations. Il faut des sanctions contre ceux qui ne respectent pas, n'est-ce pas, leurs engagements, principalement le Rwanda. Il faut des sanctions pour permettre à ce que la paix puisse revenir dans la région. Merci. Voilà, c'est vous qui avez eu le mot de la fin et vous avez bien